Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 15 des Têtes dans le Cloud. Les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors, épisode 15, c'est l'été. Oui. Malgré ce que la météo essaye de nous indiquer, c'est bien l'été. On est en plein mois de juillet. On est à quelques jours du démarrage des JO. C'est pour ça qu'on a mis en petite dédicace notre petite Frige, voilà, qui vient vous saluer. Alors, elle n'a pas grand-chose à raconter, mais elle nous écoutera avec attention. Et au-delà de cette mascotte, on a une nouvelle invitée aujourd'hui. Alors, pas une invitée, à participer avec nous. J'espère qu'on la reverra. Ça fait longtemps que j'essaye de l'inviter chez nous, donc on peut dire bienvenue à Chloé, experte Modern Workplace, qui fait partie bien évidemment des équipes et qui est l'une de nos collègues. Tu vas venir nous présenter ton premier sujet. Je suis ravi que tu sois là, Chloé. Je sais que tu voulais pas un gros focus sur toi, donc je suis obligé de le faire aujourd'hui. Et ça fait du bien évidemment, d'avoir du sang neuf dans les têtes dans le cloud. À un moment, à trop traîner ensemble, on raconte toujours les mêmes choses. Donc, programme du jour. Pour cet épisode 15, thématique estivale. Alors, Romain était extrêmement inspiré. Tu m'as parlé d'AI, d'Augmented Ibiza, pour le petit jeu de mots. Oui, et puis, on a résumé ça dans ton conglomérat de news comme Faster Builder Flower. Tout un ensemble de news autour, certainement, du low-code et de l'AI. Comment ? C'était une ref à Daft Punk, ça ? On a essayé. Moi, je vais te faire des refs encore plus vieilles. On est à une semaine avant les vacances. C'était pas facile pour ces dernières news. Ensuite, Chloé, tu nous parleras de Designer. Designer fait peau neuve. On comprendra pourquoi. On se rappellera peut-être qu'est-ce que Microsoft Designer, by the way. On finira avec toi, enfin on enchaînera avec toi, Benjamin. Tu nous expliqueras en quoi Microsoft Fabric, donc la plateforme SaaS data de Microsoft, part en mission spatiale. Ouais. Alors le titre est peut-être un peu ambitieux, mais l'idée est là. La news est énorme. Et je finirai avec la classique news sur l'intelligence artificielle, parce que bien évidemment, toutes celles d'avant n'en parleront pas, vous l'avez compris. Quand le LLM se met à graffer. Et on en profite bien évidemment aussi pour faire un petit coucou à Kevin, qui est en congé. Si tu nous regardes, cet épisode est pour toi. On va démarrer. Il n'y aura pas de hardware aujourd'hui. Il n'y aura pas de hardware, du coup, on a essayé, on s'est dit qui prend la news hardware. Personne ne sait parler hardware à part Kevin. Il n'y aura pas d'infos sur Apple. On va être strictement Microsoft, comme d'habitude. On va démarrer avec toi, Romain. Ta petite news, ta grosse news d'Augmented Ibiza. Alors, je crois que tu avais déjà quelque chose d'assez léger qui t'a plu, que tu as vu passer, que tu souhaitais nous partager. Alors, on avait le choix entre parler de ça ou parler des nouvelles normes de régulation de l'AFNOR pour le low-code. Ouais, moyen. Ouais. Alors, c'est vrai que ça fait pas trop estival. Je la garde pour plus tard, celle-là. Et non, c'est un pur hasard. Alors, c'est pas du low-code, mais... c'est un sujet qui est arrivé spontanément quand j'étais la semaine dernière à un festival. Et est venu, alors je vais dire des noms qui vous parleront peut-être pas, mais est revenu en France au bout de 25 ans un monsieur qui s'appelle Komuro Tetsuya, qui est son nom de DJ tické, donc on voit que DJ Ibiza. Alors ça ne parle pas, je pense, à la majorité des gens, mais si je dis Jean-Michel Jarre, ça commence à parler à plus de gens. Et mais ce monsieur... encore pas à tout le monde. Voilà, mais pas les moins de 20 ans. Pas les moins de 20 ans. Et ce monsieur, tout simplement, partageait la scène, pas juste en intro, mais partage de scène avec Jean-Michel Jarre il y a 25 ans. Ok. Donc là, jusque-là, on te suit, Romain. Voilà. On sait que tu aimes bien faire des festivals, mais qu'est-ce que ça fait ici ? Explique-moi. Alors, ce monsieur, il est revenu et il est un peu technologique et surtout, il s'est rendu compte qu'il y a tout un débat sur l'IA, les artistes, la créativité. Il a cherché comment inclure l'IA dans la musique et les concerts, et sans générer de la musique, etc. Ce qui est sans dénaturer. Sans dénaturer. Et on sait qu'un concert, c'est quelque chose de millimétré. Malgré toute l'impression qu'on peut avoir, en fait, le jeu de lumière, tout est à la moindre seconde. Il y a une équipe derrière en sueur dès que l'artiste fait 3 secondes de différence. Et en tant que DJ, c'est encore pire. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris, il a fait tout un travail, il a pas donné beaucoup d'infos, donc c'est pour ça que je vais pas faire une grosse news. Mais en fait, donc j'ai assisté par surprise à ce concert. Je ne savais même pas qu'il allait faire ça. En fait, c'était juste normalement un petit retour en France. En fait, il a fait un gros concert augmenté en IA, et l'IA était là pour toute la partie visuelle. C'est-à-dire qu'il avait une partie des images et des vidéos qui étaient préparées comme tout ce que tu mets sur les télés d'un concert, mais ça s'adaptait en fonction de son show. En fait, et c'est ça qui est intéressant. Donc là, on montre quelques petites images qui ont été générées en fait en temps réel pendant qu'il jouait de la musique. En temps réel, c'est ça aussi. Alors il y a un petit décalage, comme on sait que l'IA, elle est pas
En fait, il avait déjà les images et il les faisait modifier. Mais voilà, où il y avait, par exemple, voilà, ça, c'est du pur temps réel qui se modifiait et qui se faisait pendant qu'il était en train, tout simplement, de faire sa démonstration et son spectacle même. Donc voilà, j'ai reproduit quelques vidéos. On évite le son parce que déjà le son et Twitch va nous striker. On a essayé. Mais voilà, ça, par exemple, voilà, c'est des modifications qu'il a fait. Par exemple, le rythme de la musique qui se met sur ces images. Très intéressant. Et on va voir après, tu as des personnages qui l'animent, qui bougent et qui fait changer en fonction de la musique. Est-ce que tu as été au bout de ta news et tu sais quel modèle il a utilisé? Il a rien dit du tout, il a pas donné d'infos. Donc c'était juste pour dire que c'est très intéressant de voir des artistes qui trouvent l'IA comme quelque chose qui va augmenter le spectacle et pas remplacer la créativité. Et vu que c'est un gros débat, je trouve que c'est intéressant. Alors, j'aime beaucoup cette news. Je sais qu'on a eu le débat récemment en plus. Ensemble, oui. Exactement sur les enjeux de l'IA versus la création. J'aime bien la vision de l'artiste augmenté. Ce qui est intéressant en termes de prouesse, c'est que c'est du live. Tu dis, il y a une petite différence. Mais il a même eu des petites boulettes en live, c'était très drôle. Mais par contre, l'exploit est là quand même de faire du live. On est bien sur de la generative AI parce qu'on voit que c'est la musique, de la vidéo, enfin de l'image de la vidéo qui est créée pour accompagner l'artiste et son show musical. Donc en effet, intéressant de voir que les artistes en emparent et qu'on n'est pas seulement, comme tu le disais, dans le débat de oui, ça ne doit pas remplacer le musicien, c'est pas de la création. Et pour info, ce monsieur, comme si on commence à replacer les dates, Jean-Michel Jarre et tout, monsieur vient d'avoir 65 ans. D'accord. Donc on n'est pas sur un artiste de 20 ans qui a fait un caprice, on est sur quelqu'un qui a préparé. Il est bien dans l'air du temps. Voilà, il a préparé tout ça et donc je trouvais ça intéressant pour ouvrir comme news d'été, un petit concert, un petit Ibiza, voilà. C'était une super info et bien évidemment, ça fait partie des choses qu'on verra de plus en plus. Oui. Alors on ne saura pas toujours qu'il y a de l'IA derrière, mais des fois de se dire, bah voilà, ça sert, il y en a qui s'en emparent rapidement, c'est accessible au plus grand nombre aussi, malgré tout. Et ça va nous donner comme ça un peu d'innovation sympa. Ça, c'était ta première news dans le thème Augmented Ibiza. Ouais. Maintenant, le Faster Builder Flower. C'est ça. Là, c'est deux news qui... Donc là, c'est plus Jean-Michel Jarre? Non, c'est plus Jean-Michel Jarre. Là, non, mais là, c'est plutôt... Il se reforme, c'est ça. Non, là, on revient dans le sujet un peu plus Power Platform. Deux news, pareil, j'ai très peu d'infos, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis un peu moins bavard que les autres fois. Un nouveau type... On notera tous un peu moins bavard. Un nouveau type de flow, donc de flux, c'est-à-dire, donc je vais parler de Power Automate. Ok. Et donc on va parler des AI, avec mon accent français, AI Flow. Ok. On connaît les Power Automate, les flux, des grosses boîtes, on voit un visio, des flèches, etc. Et en fait, voilà, si mon collègue a l'image à vous projeter, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on est plutôt sur comme écrire un prompt, écrire un prompt, et dans lequel on va rentrer les actions. Et en fait, on est entre le prompt et le paramétrage Power Automate. On remplace les boîtes d'un Power Automate, on les voit, hein, les petites zones un petit peu décalées. C'est de la pure preview, on a très peu d'informations. Par contre, ce qu'on voit qu'il fait, ce qu'on a vu dans les démos, c'est que, par exemple, c'est un prompt, donc ça va se déclencher dans une certaine condition. Et ensuite, il sait que, par exemple, là, ils expliquaient, ça commence par un échange d'emails, donc il va générer une réponse, là, c'est une demande sur des places de ciné, et il va répondre par le canal de communication par lequel c'est arrivé, en générant une réponse adaptée. C'est une action descriptive, du coup, où tu dis, j'aimerais avoir un flux qui fait ça, tu décris tes étapes, et ça te génère ton flow, ou ça te le régénère à chaque fois? C'est ça la nouvelle interface. En fait, c'est il n'y a plus les petites boîtes. Alors, il y a toujours, c'est les autres types de flow. Tu as les Power Automate classiques. Mais celui-là, ce qu'on a aujourd'hui dans Power Automate, c'est j'écris une phrase, un texte, un besoin, et il me génère un Power Automate. Donc ça, c'est ChatGPT qui s'en occupe, etc. Là, non. Là, on est vraiment sur une toute autre interface. On a des étapes de description et on a le petit boîte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la limitation qu'il y a dans un Power Automate, qui est déjà très, très puissant et que moi j'adore, c'est surtout qu'on va avoir une boîte, un résultat, une flèche vers autre chose, etc. Là, en fait, on a des prompts, entre guillemets, des morceaux de prompts entre les boîtes. Et ça rejoint une autre news que j'avais traitée ici, qu'on avait dans Copilot Studio, qui était les Generative Actions. C'est-à-dire que chaque boîte avait un prompt, et les boîtes s'appelaient entre elles sans qu'on dise « tu fais ça, puis t'appelles ça, puis t'appelles ça ». Et ils ont, entre guillemets, passé ça. Donc là, t'es encore au niveau dessus. Voilà. Et finalement, t'as qu'un prompt qui fait ton flow. C'est ça. Sauf que tu vas à des endroits identifier toi-même. Là, je mets telle boîte, là, je mets telle boîte. C'est du texte à trous, en fait. Entre les deux, c'est entre le texte à trous et l'IA, et je trouve ça très intéressant. Comment tu t'assures que, justement, l'IA générative ne se trompe pas dans l'action qu'elle doit effectuer? Parce que c'est toi qui l'as choisi. C'est la différence entre avant, quand tu écrivais tout un prompt, il générait quelque chose et tu corrigeais. Là, dans les zones clés, toi, je mets telle boîte d'action à cet endroit-là.
C'est-à-dire qu'il y a des endroits, tu peux lui donner de la liberté, et à des autres très précis, tu vas lui mettre tes actions. D'accord, donc c'est pas quand même qu'un prompt, après tu as une interface graphique. Non, c'est l'intégralité, là, ce que tu as vu. C'est pas comme avant, on avait un prompt et on génère un visio, pour être vulgaire. Là, c'est vraiment, tout est là. Et c'est toi qui dis, OK, j'ai reçu un email de la part de machin, je veux faire telle action. Et c'est dans le prompt que tu mets l'action. Et là, tout d'un coup, tu mets l'action. C'est si tu peux mettre l'image. On va voir, tu vois, au début, tu as examine, tu vois, et le fait, on lui dit d'examiner the comme un request. Donc, examine the, normalement, on serait dans un Power Automate, tu serais en train de mettre une action, de donner à manger. J'arrivais pas à visualiser la différence avec avant, donc du coup, c'est dans ton interface de prompt que tu appelles tes actions comme si je faisais un add quelque chose, en gros, et que j'appelais en externe une personne dans un mail, etc. Sauf que là, je vais appeler les actions prédéfinies, type envoyer un mail. Et du coup, on est sûr que c'est bien cette action. Et tu lui donnes des tags, tu lui donnes des variables, c'est intéressant. Oui, alors ce mix, non mais je trouve que ce mix, un peu comme on a dans les mails, je définis ce que je veux raconter, mais je peux appeler des outils externes, typiquement des actions préenregistrées. C'est en termes d'expérience utilisateur, je trouve ça assez accessible. Ouais, moi je trouve que ça a l'air bien. Maintenant, il faut qu'on les dans les mains. Ça s'appelle comment? Les AI Flow. Voilà, avec le super accent. Il y a une intégration avec des hormis. Alors, c'est la Power Platform, donc tu as les centaines, milliers de plugins qui sont là. Ouais, donc là, on peut vraiment être en citizen dev, du coup, à juste décrire l'expérience qu'on veut et appeler la bibliothèque qu'on nous a construite. C'est ça. Ça va le rendre accessible à encore plus de monde, du coup. C'est ça. Et c'est vrai que tu fais bien de le rappeler, Chloé, c'est que les gens oublient chaque fois qu'on parle Power Platform, et c'est sa grande force par rapport à tous les autres produits. Il y a des milliers des centaines, plus de 1000 connecteurs. Pour faire tout ce qu'on veut avec ou sans Microsoft, en fait. Et c'est ça qui est fou par rapport à tous les autres produits. Même s'il va avoir des faiblesses dans certains points, il aura toujours les connecteurs, et ça, c'est la dinguerie du produit. Et ça, peut-être, pour faire juste un petit aparté, quand tu dis ça veut dire que je peux être une petite société qui n'est pas full Microsoft, mais qui a vraiment besoin d'un moteur de workflow, qui peut se prendre juste une licence Power Automate, designer ça avec l'ensemble des connecteurs derrière, ou pas? Est-ce que je peux avoir quelque chose de très indépendant dans la vision Power Automate pour une société? Alors, en théorie, oui. En pratique, c'est toujours plus compliqué parce que on doit bien stocker des données à quelque part. Et ce que les gens oublient, c'est que quand on fait de la Power Platform depuis l'écosystème Microsoft 365, en dehors des connecteurs payants, tout est gratuit. En dehors des payants, tout est... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même 70% de la Power Platform qui est... Désolé, je fais ça en même temps. Oui, il y a 70% de la Power Platform qui est gratuit quand même. Et ça, les gens s'en rendent pas compte. On a eu des clients qui n'ont pris que la brique Power Platform, mais ils se heurtent très vite à un mur qui est celui de il me faut du stockage de données à quelque part. Donc, il va falloir... Donc là, on rentre quasi directement dans un modèle premium parce que tu vas consommer une base de données, des disques externes, etc. Donc, c'est pas un problème. C'est juste de dire que si tu voulais faire juste du workflow sans stockage. Alors, ça veut dire qu'on serait juste... On reçoit des pur sujet d'intégration. Tu dois envoyer des données en entrée, tu utilises l'IA pour traiter, et tu prends les données en sortie. Tu vas quand même être en modèle premium vu que tu vas utiliser certains flux qui sont pas du Microsoft, parce que comme je rappelle toujours très vulgairement, la Power Platform c'est gratuit tant que tu restes dans Microsoft 365. Voilà, très vulgairement. Le document il fait 92 pages, mais avec 90 pages d'astérix, mais globalement c'est ça que ça veut dire derrière. Et donc là forcément tu vas être tout de suite dans un modèle premium. Donc à se poser la question de la renta, mais on pourrait le faire, on pourrait se dire, voilà. Mais si quelqu'un veut le faire si tu fais du stockage SharePoint, tu pourrais... C'est grave, voilà. Sachant que tu pars dans du Dataverse, des trucs un peu plus pointus, tu passes en premium et t'es dedans, quoi. Ou même du SQL Server. Oui, direct. Donc ça, c'est la partie AI Flow. Tu avais un sujet sur AI Builder aussi, pour notre Faster Builder Flower. Alors, oui, mais c'est indirectement... déjà, c'est vrai que là, je le glisse là. Normalement, le deuxième semestre 2024 et l'année 2025, ça sera l'année AI Builder. Donc, voilà, Microsoft... Tu peux nous rappeler c'est quoi AI Builder, parce que ça fait longtemps que ça existe. AI Builder, alors avant que ChatGPT et Copilot prennent le devant de la scène, si tu voulais faire de l'IA en low-code en Microsoft, il y avait un produit qui s'appelait AI Builder. Voilà. Une espèce de module, globalement, qui packageait les services cognitifs Azure de Microsoft, type océrisation, computer vision, etc., mais accessible en low-code. C'est ça, avec... tu faisais la même chose que ce qu'il y avait dans Azure, mais en pré-packagé. Mais en beaucoup plus cher. Et
Alors plus cher parce que prépackagé. Je me rappelle, on avait fait des tests de comparaison à l'époque sur ces traitements de factures, ou je sais plus ce qu'on avait fait, ou de amendes là, et c'était incomparable en termes de coût. En fait, c'est parce que, pour la parenthèse, c'est le modèle économique. Bien Azure, sûr. Tu payes à la conso réelle, tu as 10 factures à traiter, tu payes quelques centimes. iBuilder, c'est des logiques de pack, et le pack le plus bas est énorme, en fait. Bien sûr. C'est pour ça que ça avait l'air cher. Donc, iBuilder, c'est ce modèle cette fonctionnalité de l'époque depuis longtemps disponible dans la Power Platform qui intègre en low-code de l'IA, qui maintenant se voit un peu revisitée, améliorée. Elle va être, mais c'est pas le sujet à fond. C'est indirectement, puisque aujourd'hui dans Copilot Studio, et c'est la vraie cœur de cette dernière news, c'est Copilot Studio, on peut y faire bien sûr de l'iBuilder puisqu'on a accès à tous les connecteurs, mais il y a un gros trou dans la raquette dans iBuilder, c'est la gestion des fichiers, gestion des images. Okay. Aujourd'hui, le scénario classique de mon chatbot qui traite mes notes de frais est impossible. D'accord. Voilà, dans Copilot Studio. C'est le basique des chatbots, il ne sait pas le faire, parce qu'il ne sait pas traiter les images. Et donc l'image que j'espère mon confrère est en train de montrer à l'écran, c'est ça en fait. Il ne sait pas d'un point de vue modèle. Ouais. C'est ça ? C'est ça, il ne l'a pas. Et en fait, du coup, il y a une intégration discrète à l'intérieur de Copilot Studio. Aujourd'hui, il faudrait faire tout un système compliqué, de lui dire où est l'image, d'envoyer dans iBuilder. Il faut être développeur. Donc, traiter plutôt d'un point de vue stockage, etc. Pas d'un point de vue modèle d'IA. C'est très compliqué d'accéder au traitement d'image dans un Copilot Studio. Ce que nous montre Microsoft, c'est que là, pareil, on revient sur le côté accessible dont tu parlais, Chloé. En fait, je lui parle, je lui lâche mon image, boum, et il voit accès dessus de note de frais, il extrait les données et il me fait mon processus de note de frais. En fait, c'est ça qui est en train de dire que globalement, on va avoir la gestion. Et ça induit d'autres news derrière. C'est-à-dire qu'on peut uploader des fichiers. Moi, c'est ça que je déduis. Aujourd'hui, je ne peux pas. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir déposer des fichiers en glisser-déposer dans une fenêtre de chatbot. Si c'est une image, il va me faire de l'OCR dessus avec iBuilder, qui sait très bien faire ça depuis très nombreuses années, par exemple pour les factures et autres. Donc là, ça ouvre beaucoup de portes. En fait, c'est pas juste... Ils nous montrent juste, regardez, je fais de l'OCR sur des images. Mais moi, ce que j'en déduis, c'est récupération des images, stockage des images. Donc, je peux aussi mettre des fichiers, des Word. Ça veut dire que je peux lui donner à manger à autre chose. Donc, au-delà de l'innovation de l'IA qui est apportée, ce que tu dis, c'est que ça induit pas mal de mécanismes assez intéressants et importants nous manquait un peu sur Copilot Studio, sur de la gestion multimédia, on va dire, pour de l'expérience utilisateur. Voilà, c'est pour ça que c'est ça que je voulais dire, parce que parfois Microsoft, ils font des news, mais ils disent pas ce qu'implique cette news. Cette news implique qu'on va pouvoir drag and drop n'importe quel des fichiers, que ça va les stocker, etc. Et ça, c'est énorme. Est-ce que ce serait pas la chronique entre les lignes? Petite analyse poussée des annonces. Mais faut pas le même ton, ce serait plutôt entre les lignes. Exactement, ça c'est quand on mettra des voix prochainement pour la rentrée. Écoute, on va finir sur ça. Romain, en effet, donc je comprends mieux pourquoi tu m'as fait un mix et pas mal de choses. Donc on récapitule, ta première news estivale, c'était cet artiste qui a utilisé l'IA Gen et que tu as pu voir en live pour accompagner sa musique, et tu as trouvé ça trop cool, globalement. C'est l'AI Flow, donc, qui va être une nouvelle interface de génération de tes flows en pure expérience conversationnelle, globalement, où on peut appeler les actions, etc., ce qui change du côté boîte, comme tu l'appelais avant. Et on finit sur l'AI Builder, donc un peu... qui s'améliore, notamment, donc, qui est ce dispositif qui supporte depuis tout le temps dans la Power Platform de l'IA, et qui te permet maintenant de gérer de l'image qui aura un impact autre que seulement sur la partie AI. C'est ça, voilà. Alors ça fait toujours beaucoup d'AI, et je sais plus qui tout à l'heure, Kevin, a fait, toi tout à l'heure, qui faisait la remarque en disant, est-ce que les têtes dans le cloud, ça ne devient pas purement un sujet AI? Ça devient même difficile. Alors, si on ne veut pas être sur du trop complexe, et c'est une question de positionnement de la chaîne aussi, on le rappelle, on veut de l'accessibilité. Les sujets du moment chez Microsoft, c'est de l'IA, et du coup, on y passe forcément. Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de news techniques Power Platform, mais c'est très tech et non. Ouais, moi c'est pareil. Non, mais les modifications et les data warehouse. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. Suivez-moi sur LinkedIn si vous voulez le reste des news. On va passer au deuxième sujet. Du coup. Donc le deuxième sujet, on a dit designer fait peau neuve. Et Chloé, tu vas nous expliquer. Voilà, alors toi tu sais ce que c'est déjà bien. Alors tu vas aussi nous rappeler ce qu'est Microsoft Designer. On l'a peut-être déjà évoqué, certainement dans les têtes dans le cloud plusieurs fois. C'est l'occasion de rappeler ce qu'il fait, le positionnement, pourquoi il change, et est-ce que c'est une bonne news ou pas? Oui, ok. Alors effectivement, c'est encore un sujet autour de l'IA. Et Microsoft Designer, c'est tout simplement le premier outil Microsoft avec l'intégration de DALL-E 3, donc pour la génération d'images. Donc ça existe depuis 2023 à peu près. Ça a été annoncé en 2022 et c'est arrivé en 2023 d'abord sur Copilot pour
web. En tout cas, Ça, Microsoft c'était côté Copilot. Bing qu'on pouvait jouer avec Exactement. la partie designer. Exactement, on pouvait créer des images. On peut toujours le faire d'ailleurs. Et ensuite, ça a été disponible en preview pour les personnes qui avaient un compte Microsoft 365 privé, Oui. pour du coup s'amuser un petit peu pour générer du contenu, images, bannières, Donc déjà, logos, très tourné autour de la com et du marketing en règle générale. en positionnement aujourd'hui, c'est un outil côté M365. Alors je vais dire M365, je sais qu'il y a un débat là-dessus, mais je le rappelle, pour toute personne qui a un cheveu sur la langue, M365, c'est super dur à dire, donc on va continuer à dire M365. Ouais. Donc côté M365, globalement, ça fait partie de cet écosystème ou c'est côté web? Enfin, justement, tu parlais de Copilot for Web. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est juste une web app, donc c'est pas encore. Alors, c'était pas encore intégré sur la partie M365. Du coup, effectivement, c'est une des nouveautés, c'est que depuis quelques semaines, c'est intégré dans la partie Copilot Pro, donc c'est le Copilot pour les personnes qui ont une licence Microsoft privée. Ok. Du coup, il y a la nouvelle web app qui a été totalement repensée, exactement, Donc, avec des nouvelles j'ai fonctionnalités. besoin d'une licence M365, mais je me rends sur une web app. C'est ça. Alors, Simon, Il va falloir nous expliquer. je recommence. Donc, effectivement, depuis quelques semaines, c'est disponible pour tous au travers de la web app. Ouais. Et du coup, c'est disponible gratuitement pour tout le monde. Donc la web app qui s'appelle Microsoft Designer. Exactement. Microsoft On le voit à Designer. l'écran, Voilà. exactement, un portail web. Exactement, tout à fait. C'est accessible pour tout le monde. Et du coup, il y a des fonctionnalités supplémentaires, toujours gratuites, pour ceux qui ont un compte Microsoft 365 privé. Qu'est-ce que c'est un compte Microsoft 365 privé? Bah, C'est une licence payante, famille ou pro. famille ou C'est ça. pro. Ok, C'est ça, d'accord, hein. c'est ça. Ok. C'est ça, Ouais. c'est un Pour compte être, privé payant. Alors, ce qui est intéressant, Ok. quand même, c'est déjà, ils le rendent gratuit pour tous. Oui, tout à fait. Alors Dans qu'aujourd'hui, une certaine limite. Alors attention, exactement. Je le vois, le petit 15 en haut à droite. Exactement, ça marche avec un système de crédit. Ok. Donc pour les gens qui ne payent pas, qui sont du coup gratuits pour tous, c'est 15 crédits par jour. Ouais. Donc chaque action Chaque consomme un... Chaque prompt que je fais, C'est ça. doit le Faut pas montrer. se Chaque rater sur le modification, exactement, faut pas se rater. Mais c'est 15 par jour, donc Oui, on a c'est quand pas même, mal, en c'est vrai. pas mal. Et puis pour ceux qui ont... Tu le fais à 23h58, comme ça tu retentes à minuit 5. Exact. Je sais pas si c'est sur 24, si sur une journée ou si C'est c'est glissant 24 ou pas. heures. Voilà, je sais pas si Bonne c'est question. glissant ou pas. Et pour ceux qui ont du coup une licence Microsoft 365 privée, il y a 100 crédits par jour. Donc c'est beaucoup plus pour le coup. Mais ça permet un petit peu d'encadrer la consommation parce que ça fait un peu gadget comme ça quand on en parle. Mais c'est quelque chose qui consomme quand même énormément, bien plus que la génération de texte. Donc c'est plutôt pas mal qu'ils aient mis en place un crédit pour éviter les Ce abus. qui est logique. Voilà. Je le rends gratuit à l'heure de l'ultra consommation, etc. Exactement. Et ça a un coût, un ROI pour eux, hein, Exactement. forcément, donc c'est normal. Ça, c'est Et même, Exactement. tu as un impact carbone qui est monumental. Exactement. Absolument, oui. Ah, on a deux questions. Oui. Vas-y. Tu veux les prendre tout de suite? Comme vous voulez. Oui, allez-y. On écoute. Bonjour, quel est l'avantage de M-Designer par rapport à d'autres programmes? D'autres programmes étant, j'imagine, des solutions similaires. Est-ce que c'est comparable à d'autres solutions? Je crois Alors aujourd'hui, oui, parce qu'effectivement, j'ai pas parlé des nouveautés. Parce que à la base, il y On a a. peut-être été trop vite dans les Ouais, questions. voilà, on se la garde juste pour après, alors. c'est ça. Du coup. Donc à la base, ça permettait tout simplement de générer du visuel, donc des images, des bannières, des logos pour de la com, par exemple, Ouais. ou du marketing. Et aujourd'hui, en plus de cette partie génération, qui a été enrichie pour pouvoir maintenant générer, par exemple, des avatars ou voilà, aller un peu plus loin, tout un Ok. tas de contenus visuels, on a en plus maintenant la possibilité d'améliorer grâce à l'IA, par exemple, des images. Donc on lui donne nos images et il va, par exemple, enlever le fond. Ah, il prend un input alors qu'avant il générait C'est juste ça, quelque chose. exactement. Ok, ok. Maintenant, il y a des possibilités du coup d'enlever le fond, d'ajouter des encadrés, de supprimer une partie de l'image qu'on veut couper. On peut C'est- faire par exemple. supprimer la personne à droite et ça Exactement, l'enlève. Allez. exactement. C'est ce qu'on voit depuis longtemps, hein, sur les LM génératives d'images, C'est les ça. mid-journées, etc. Tu as toujours ces fonctionnalités de décalquer, de faire de l'amélioration Exactement. globalement. Il Sur, se positionne en concurrent avec Adobe, avait mis ça à dispo il y a Ex- presque un an. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai voulu m'en servir de celui d'Adobe hier soir. J'étais tu incapable de parles du Firefly, c'est ça? Par- et j'étais incapable de le retrouver. À chaque fois, il me disait faut payer. Donc je me suis Microsoft. dit tiens, je vais maintenant utiliser Microsoft Designer. Exactement. Bah, effectivement, c'est aussi l'idée, c'est de se mettre en concurrence face à Adobe Firefly et Canva, qui sont un peu les outils leaders sur ce marché-là. Et du coup, c'est un peu un nouveau positionnement parce que c'était pas du tout le cas avant.
et il se met en avant sur le marché de la création débutante, on va dire. Qui est peut-être plus proche de Canva. Parce que Canva, c'était le côté outil pour le marketing, donc d'où le côté bannière, d'où le côté communication, marketing, etc. Support communication, facilité. Adobe Firefly, était plus pour les utilisateurs historiques des suites Adobe, et du coup, tu es peut-être sur un public un peu plus averti. Pour moi, le positionnement est plus côté Canva. Oui, donc en gros, il se positionne comme concurrent de Canva. Et donc... Pour répondre à la question, les avantages, un des avantages, c'est que déjà, c'est gratuit pour 15 utilisations par jour. Oui, c'est surtout qu'avant, c'était pas au niveau de Canva. Exactement. Et maintenant, tout à fait. Ça l'est. Oui, il y a une vraie amélioration. C'est pas un avantage en tant que tel, mais on nivelle un petit peu les... Exactement. Et il y a aussi tout un avantage qui est sur la partie prompt, parce que c'est pas toujours facile de réussir à faire ce qu'on veut, on le sait. Tout le monde ne sait pas prompter. Exactement. Et du coup, là, ça propose tout simplement soit des prompts à trous, où on a juste à les compléter en fonction de ce qu'on veut, soit des exemples qu'on peut réutiliser, et on peut aussi partir de rien, évidemment. Mais ça permet du coup, pour quelqu'un qui n'y connaît rien et qui est assez novice dans le monde de l'IA, de quand même réussir à générer des choses intéressantes. Ok. Donc ça, c'est assez ludique. Et du coup, un des avantages pour une société, c'est que beaucoup de sociétés ont Microsoft 365 en tant que suite, plutôt que payer Canva en plus. Maintenant, tu l'as dedans compris en tant qu'outil. Alors attention, non, pas Microsoft 365 professionnel. On est vraiment que sur du privé, à ce jour. D'accord, ok. Donc, pour les petites entreprises qui potentiellement n'ont pas des licences... Voilà, j'ai un compte family, je peux avoir accès. Tout à fait. Ok. Donc c'est bien pour faire payer les entreprises. Pour un indépendant qui serait resté sur son compte family, n'aurait pas voulu passer sur sinon, c'est 22 € par mois et par utilisateur, c'est un truc comme ça, non? Alors, ça dépend. Il y a deux intégrations possibles. Il y a du coup ce qu'on attend parce que c'est pas encore arrivé, donc il n'y a rien d'annoncé dans ce sens-là. Il y a le fait que ça soit disponible pour les Microsoft 365 Pro. Donc là, on ne sait pas combien ça va coûter, si ça sera en plus, si ça sera intégré, on ne sait pas du tout. Et il y a l'intégration dans Copilot M365. Ok. Et alors là, c'est très très attendu par les utilisateurs, en particulier dans PowerPoint, pour pouvoir générer des images, parce qu'à ce jour, c'est pas le cas. Ça va chercher des images dans le stock image de PowerPoint. On sort des suggestions là, que tu as à droite de Milan, là. Comment qui te casse tout le design de ton PowerPoint. Non, je peux pas utiliser ça. C'est toujours le truc que tu n'as pas fait exprès de cliquer dessus et en 2 secondes, tu n'as plus ta slide. Déjà que tu n'es pas très bon au PowerPoint, tu mets des bâtons dans les roues. Parce qu'à ce jour, on le voit avec les clients, c'est une des choses qui est le plus attendue dans PowerPoint, c'est vraiment qu'il y ait des propositions de slides, qu'il y ait de la génération d'images, ce qui n'est pas du tout le cas, même c'est très déceptif de ce côté-là. Mais ça arrive justement, c'est devenu un réflexe un peu naturel aujourd'hui, c'est que tu fais une proposition, tu veux l'illustrer, moi je crée rapidement avec une petite IA générative, un DALL-E ou autre, justement, un petit sujet pour illustrer. Et point important aussi, c'est que ce qui est généré du coup à ce jour par Microsoft Designer, c'est libre de droit. Donc il n'y a pas la crainte de réutiliser. Je sais qu'il y a beaucoup ces questions en ce moment de ce qui est généré par l'IA, est-ce qu'on peut les réutiliser ou pas à l'externe. Et en tout cas, le message de Designer, c'est libre de droit, donc il n'y a pas de problème pour la réutilisation. Et j'imagine que ça va intégrer l'histoire des watermarks qu'on avait évoqué aussi, de la protection un peu cachée qui... laisseront savoir que c'est une image qui a été créée par une IA. Tu le vois déjà quand tu essayes de faire des trucs avec des logos, il reprend pas exactement le logo, à chaque fois il refait un petit truc. Moi j'ai fait des trucs avec Power BI, mais c'est pas du tout le logo Power BI ou quoi que ce soit. Il essaye. A beaucoup de mal, mais ça fait peut-être partie de ça aussi, quoi. Quand je veux créer des contenus pour illustrer mes posts ou mes articles, et parfois je lui dis mais texto, mais prends le logo. Il veut pas. Mais il y aura une question de droit. Oui, il y a peut-être des... C'est évident. Mais après c'est Microsoft, donc ça devrait pouvoir utiliser les images Microsoft. Donc du coup la news c'est bien ça, c'est Microsoft Designer, on en avait déjà parlé, ça inclut DALL-E 3, donc le modèle de génération d'images supporté par Microsoft. C'est ça. Donc les infos c'est que c'est une web app un peu revue, accessible pour tous. C'est ça. Gratuit sous couvert de 15 jetons par jour, sinon payant via un compte et il y avait une question là-dessus, d'ailleurs. Du coup une licence perso. Il y avait une question juste pour faire la liaison, qui était, avant c'était 15 jetons, et après c'était plus lent. Là qu'est-ce qui se passe? C'est juste fin? Normalement oui, c'est coupé, on n'a pas la possibilité d'aller plus loin. C'est une question de la personne qui gère les caméras. Mais on ne sait pas vraiment, il faudra qu'on teste du coup. Après ça peut changer au début, la personne qui dit c'est devenu plus lent, tout au début, par exemple dans Bing Copilot, non ça s'arrêtait net. Moi j'ai eu des stops nets tout au début, il me dit c'est fini, je te réponds plus. Voilà. Et après c'est devenu plus lent. J'ai essayé ce matin, ça m'a stoppé moi. Ça m'a stoppé. On n'est pas à l'abri que dans un mois ou deux. Oui, que ça change. Ça irait avec la logique de crédit. Ça évolue tellement vite que... Tu payes au crédit après.
à l'image. Oui, parce que c'est tu peux, directement branché sur ta carte bancaire. tu peux effectivement payer un plus Ouais. si tu veux plus de crédit. Mais en vrai, enfin, ça serait une utilisation qui pourrait être intéressante. C'est que des fois, moi je le vois, c'est comme On sur a la besoin, consommation ouais. d'articles. Et des fois, un article, j'aimerais bien qu'on me dise ça coûte 0,5 centimes. Ouais, je vois ce que pour tu veux le dire, lire. au lieu J'ai d'acheter pas envie un de abonnement. m'abonner à la chaîne Ouais. à 2 balles par mois parce que dans tous les cas, je suis une fois sur ce site. Par contre, je suis prêt à payer à un moment 5 centimes. Ouais, bien sûr. Si c'est facilité Après- en accès, et ça pourrait être ça, à l'image, à un moment, si tu as besoin que de 2-3 générations, tu pas envie de partir dans de l'abonnement, des choses comme ça. Faut mettre en rapport quand même la qualité et le prix, parce que ça peut aider aussi plein d'entreprises qui utilisent des prestataires pour faire ce genre de choses-là, Tout à fait. pour de la C'est un vrai accélérateur. communication ou ce genre de On choses-là. voit à l'écran les petits avatars, ça c'est quelque chose qui marche bien sur les C'est réseaux ça. sociaux. Hein. Et donc ça, je peux envoyer mon image et il me fait en avatar. C'est ça, je crois qu'on avait fait quelques tests. Alors, soit ça a été généré avec un prompt pour Ok. le coup, mais on peut lui donner des images, effectivement. Après, qu'est-ce qu'il en fait précisément, ça dépend du prompt, encore une fois. Il les stocke. Mais, Et il mais fait carrément- effectivement, on peut lui donner nos propres images et il va pouvoir générer des choses basées dessus. C'est juste que du coup, il faut faire le bon prompt, encore une fois. Tout se base sur ce qu'on lui donne. Et ben c'est parfait. Donc ça, c'était la petite news sur Designer qui fait C'est ça. peau neuve. Je crois que c'est assez clair. Peut-être qu'on se fera un petit... sur Twitch, on peut pas envoyer des images dans le forum, non, sinon on vous aurait invité à faire un petit... Pas la foire. Un petit le test. forum, j'avoue le forum. Un petit concours, tu sais, hackathon Non. en live, mais on ne pourra pas le faire. On va passer à une news beaucoup plus sérieuse avec Microsoft Fabric. Benjamin, Microsoft Fabric, attention, maintenant c'est la NASA, Ouais. c'est l'exploration, donc ça part en mission spatiale. Ouais, on a grandi, ouais. Qu'est-ce qu'on Non, mais peut faire Vous êtes de mignons avec votre nouveau intelligence artificielle, nous on est plutôt dans le spatial, quoi. Non, en fait, alors c'est assez simple. Parce que Benjamin, il est un peu dans une position en ce moment. Ouais, dans les news, il n'y a rien qui me rend fou. Il n'arrive pas à me trouver une news. Et là, il y a un truc qui t'a fait un peu Kevin, il les vibrer. trouve pour moi. C'est ça, exactement. Et en fait, alors moi je pars d'un postulat Power BI. On va arriver sur Fabric après. Initialement, et là à l'heure actuelle, même dans nos avant-ventes, dans nos débats, la cartographie est un peu... C'est pas la force de Power BI. La cartographie dans Power BI, c'est pas ce qu'il y a de mieux. L'analyse de données cartographiques, c'est pas ce qui se passe le mieux. On avait des cartes par défaut, on a l'arrivée d'une carte qui s'appelait Azure Map, on a Esri avec sa carte qui est Argis, voilà c'est ça, qui existe à l'intérieur. C'est donc un module de carte Esri très connu parce que leader mondial sur de la carto. Très connu avant Power BI en fait. Même ne parlons pas de Microsoft. C'est un partenariat. C'est un partenariat, ils font leur petite Et vie. c'était un visuel c'est un dans la visuel marketplace non, qui maintenant est intégré, nativement intégré. qui est nativement intégré. Il y a une partie payante, une partie gratuite, parce que tu pourrais très bien utiliser Argis depuis longtemps pour faire de la cartographie et avoir ton propre abonnement. C'est quelque chose que nous on connaît pas forcément, mais il y a un vrai monde derrière. La cartographie, il y a des vrais leaders dans le monde, et Esri fait partie de ces leaders. Okay. S'autoprogramme leader. Faut vérifier. Maintenant, ok, soit. On avait donc cette partie côté Power BI. Et là, il y a une annonce qui arrive. Alors, une annonce de type ça va arriver. C'est déjà en private preview, mais ça va arriver. C'est intégration d'Esri, donc non plus Argis, qui est juste la visualisation de cartographie, mais d'Esri en tant que tel, avec de toutes ces moteurs autour de tout ce qui est données spatiales. Alors, on dit spatial, hein, c'est pas forcément c'est pas dans l'espace, hein, forcément. Et voilà. Et donc, on a cette intégration qui va arriver. Plus de 170 fonctions Esri qui vont être intégrées dans Fabric et donc potentiellement dans Power BI derrière. On va avoir une amélioration du visuel de cartographie, comme on peut le voir. Et donc, on va pouvoir faire de plus en plus d'analyses autour de données cartographiques. J'ai vu, on peut pouvoir faire des analyses avec des données que les drones vont pouvoir te remonter, toutes ces choses-là qui étaient juste infaisables avant, à moins de faire vraiment de coder le truc. Plus on va avoir l'intégration justement de ce moteur dans la partie notebook. On va pouvoir, là on devait appeler du Matplotlib pour faire des petits graphiques, on va pouvoir appeler du Esri directement. Donc ça va arriver et c'est même présenté par Microsoft comme une brique à part entière, comme peut l'être Power BI, comme peut l'être un Data Activator qui a été annoncé. Et donc on a une brique en temps réel qui serait donc une brique en tant que telle qui serait une brique c'est ce Esri. qu'on voit à l'image. Alors, vous pouvez tirer de la vidéo. Il y a eu une vidéo de présentation. Ouais. Donc c'est un partenariat exclusif. Donc là, ça met en avant surtout la puissance d'Esri et en termes de visualisation de 3D, de cartographie, ça peut aller assez loin. Par contre, Antoine, tu peux revenir sur surtout la photo Fabric avec la vision du portail d'entrée.
voilà, sur les produits, il y a quelque chose qui est intéressant, je trouve, c'est la manière dont Donc, j'ai sur le présenté, blog d'Estrie ça a été présenté. Alors c'est sur le blog d'Estrie et pas sur celui de Sur le blog d'Estrie, mais Ils se sont mis tout en haut de la exactement, première ligne. ils se sont mis tout en Au haut même comme, niveau que Power BI. comme si c'était une nouvelle expérience. Voilà. Et en fait, ça fait quand même écho à une info qu'on avait partagée suite à la dernière build là. C'est les partenariats éditeurs maintenant, où en gros un éditeur va accéder à l'API Fabric pour pouvoir sous un format un peu marketplace, bénéficier de son propre espace de travail et le proposer du coup dans Fabric. C'est-à-dire que dans Fabric, au même titre qu'une autre feature, le Data Activator par exemple, je vais pouvoir avoir Esri avec son espace de travail dédié, son expérience toute la dédiée, cartographie. un peu comme on fait demain les copilots M365 intégrés éditeurs. Et bien là, ce sera pareil, c'est que dans Fabric, l'éditeur pourra avoir prévu tout un ensemble de features, donc des notebooks dédiés, des bases tout ce qui est 3D, permettant de déjà, stocker toute la cartographie le moteur 3D, 3D, toutes ces choses-là. exactement, qu'on n'a pas du tout. et peut-être aussi des bases dédiées au stockage de données cartographiques, des choses comme ça, la manière de faire des modèles cartographiques. Donc en gros, c'est en effet hyper intéressant. En fait, c'est hyper intéressant pour nous parce que ça répond à un besoin qui est on a Power BI, c'est un leader de la visualisation. Ok. On a Fabric. Demain, on veut que ce soit, enfin Microsoft veut que ce soit, et nous on l'espère aussi, que ce soit le leader de un peu du stockage, de l'analyse, de la récupération de données. De bout en bout. De bout en bout. Et en fait, à chaque fois, on était en mode ah ouais, mais je veux de la carto pointue. Moi, j'ai travaillé pour des secteurs. On me disait mais je veux de la cartographie, de plage, des choses comme ça. Et j'étais en mode ouais, on peut avoir des analyses de protection des animaux sur la plage. Et nous, en fait, on n'a rien. Et mettre des petits points sur une carte, c'est mignon. Mais ça a une limite. Ça a une limite. Et là, on a un vrai outil qui va arriver, qui va dire, attends, j'amène l'outil, mais j'amène plus que ça. La plateforme. J'amène la plateforme, j'amène le moteur, j'amène tout ce qui va avec. Et je l'intègre dans ta licence que tu as déjà fabriquée. Ça devient presque une plateforme de visualisation de données cartographiques de bout en bout. Je vais pouvoir faire l'intégration, le stockage, la visualisation. Peut-être de la modélisation. Enfin, on n'a pas l'exemple. Donc on vous encourage, enfin, en tout cas si ça vous intéresse, donc ça a été annoncé, c'est un partenariat renforcé, un peu exclusif. C'est ça. C'est, comme on le dit, dans la lignée de l'ouverture que fait Fabric vers les éditeurs pour proposer de l'expérience personnalisée dans Fabric. J'aurais mes environnements par éditeur, hein, donc Esri est un des premiers qu'on voit accessible. C'est ça, ouais. On avait, je crois qu'il y a une banque qui avait témoigné un peu sur un organisme financier. Il y a un organisme financier qui a témoigné, qui disait que c'était très rapide et qui pouvait faire des analyses qu'il ne pouvait pas faire avant, mais d'une façon très rapide. Alors après, on n'a pas, le modèle. On n'a pas le modèle de licensing du tout. D'accord. Maintenant, ça va être intégré dans Fabric. Est-ce que ta licence Fabric va suffire? Est-ce que ça fera comme Copilot pour Fabric, où en fait, quand tu génères du Copilot pour Fabric, en fait, ça consomme ta capacité Fabric à partir de la F64 voilà. ou d'un modèle comme ça. Demain, ils diront bah oui, la F64 c'est le minimum, mais en plus, il vous faut une licence côté Esri. C'est pas trop. Parce que quand même assez fou, c'est bizarre que tu payes pas plus. Il était payant. Non, le visuel en tant que tel était gratuit. Et c'est quoi qui était payant? C'était si tu voulais des fonds de cartes beaucoup plus puissants. D'accord. Ok, donc tu avais un freemium en gros. Exact. Ok. Donc ça très intéressant en effet, et je suis d'accord avec toi, enfin la carto ça a toujours été le parent pauvre, on a eu les Bing Maps, les Azure Maps, etc. Et dès que le client il voulait faire du calque ou des choses un peu custom. Des cartes de chaleur, on en a une. Les heatmaps. Si on veut aller un peu plus loin, il me dit ouais mais moi je veux les départements et pas les régions, je suis en mode ok. Si, il faut faire un GeoJSON, c'est compliqué. On était un petit peu c'est limité. pas accessible à tout développeur Power BI. Ça demande après, la cartographie, encore une fois, c'est un métier en tant que tel aussi. Hein. Il y a des gens qui en font leur métier, il y a vraiment beaucoup de choses derrière, c'est très puissant. Bon, peut-être que ça va être un peu plus simple maintenant, mais on va voir. Donc, news qu'on n'a pas vu venir, très intéressant en effet, parce que depuis toujours, c'est quand même un petit argument quand tu fais une amendement de Power BI, en effet, c'est ce visualisme pour la carto. Là, ça va plus loin dans l'intégration, ce qui montre la volonté vraiment d'avoir une expérience de bout en bout dans Fabric, quel que soit le sujet, IoT ou Carto, par exemple. Donc, on va pouvoir faire de l'analyse spatiale maintenant, en tout cas, de l'analyse et de la représentation, parce que du coup, on va avoir du stockage de données cartographiques qu'on va pouvoir analyser, de fait, dans Fabric, et couplé à la partie visualisation assez poussée. Avec Argis, qui sera toujours là, voire peut-être d'autres petites surprises. Avec Esri. Voilà, bon, en tout cas... cool. En effet, une news assez innovante à creuser. Peut-être que tu me feras un petit debriefing sur tes prochaines expérimentations, modèle de prix, dispo, performance. Ouais, carrément, pas de c'est Q3 annoncé, je crois. Ok, pour cette année. C'est en private preview pour l'instant. Parfait. Et on va passer du coup, donc on va clore cette partie Microsoft Fabric. On va passer à notre dernier sujet. Donc, bon, je vais prendre la main. Je vais vous parler, donc je l'ai intitulé « Quand le LLM se met à graffer ».
Alors, on va essayer de faire une petite abstraction Je l'ai pas là. Hein. de concepts un peu techniques. Je vais vous parler d'un concept qui s'appelle le graph rag. Le graph rag. Oui. Je l'ai pas Ok. non plus. Voilà. Donc, depuis pas grave. quelques temps, maintenant, depuis l'arrivée des LLM, sur tout ce qui est exploitation d'informations, Mhm. on parle d'un concept qui s'appelle le RAG. Oui. R-A-G. Le RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. Globalement, c'est comment est-ce que j'adapte l'information synthétisée par un LLM en ajoutant du contenu extérieur. Typiquement, un document. Ok. Globalement, donc c'est comment le LLM, qui à la base n'est qu'un moteur de traitement, le vulgarise à l'extrême, je lui donne une info dans un prompt, il a une connaissance générale, il me synthétise une réponse Ouais. et il génère du coup la réponse en synthèse, des générations. Maintenant, si je veux lui donner un document, il va falloir qu'il s'en imprègne. Ouais. La technique et le concept technique qui est derrière ça, c'est ce qu'on appelle le RAG. Ok. Retrieval Augmented Generation. Le RAG, maintenant, ça a des limites. C'est-à-dire que sur certains enjeux, notamment quand je vais passer sur du multi-document, Ok. je vais lui donner une base documentaire, la manière dont il parse l'information, donc il va prendre des extraits et il va comparer des notions de similarité. Donc par exemple, un des cas bloquants qu'on a aujourd'hui quand on fait du RAG classique, c'est de lui dire, est-ce que sur tous ces documents, tu peux me ressortir les principales thématiques ? Ça, c'est quelque chose structurellement que le RAG ne permet pas de faire. En tout cas, ça va à remonter des résultats erronés parce que globalement, il va essayer de chercher dans des bouts de chaque document, mais avec une vue très indépendante, ce qui pourrait s'apparenter à une thématique, les comparer les bouts les uns aux autres, mais sans jamais prendre du recul et avoir une vue globale. Donc ça, et pourtant, ça fait partie souvent des questions qu'on aimerait poser aux documents. La C'est, dis-moi, comparaison de documents la aussi. n'est pas comparaison de terrible, documents, hein. globalement, Je crois que on peut-être va plus le parler, faire. quand on veut faire un peu aussi de sujets de clusterisation, faire des groupes en disant, tiens, donne-moi toutes les thématiques qui Ouais. regroupent ces documents, ces choses-là. Oui, là, Jusqu'à connais, maintenant, sont assez durs et ne sont pas voués à ça. On Ok. compare et on dit toujours que d'ailleurs, les modèles historiques d'intelligence artificielle sont plus adaptés que le LLM pour ces tâches-là. Le graph rag, c'est quoi ? C'est la notion de graphe. Alors, la notion de graphe, on a souvent parlé côté Modern Work parce qu'on a la graph API. Mm. La notion de graphe, c'est comment je fais des liens entre mes documents. Ok. Dans M365, tu as l'API graph. L'API graph est construit des liens, un écosystème, grâce à l'utilisateur. C'est-à-dire que le point central, c'est l'utilisateur et tous les documents auxquels il a accès. Les Donc, informations. Toutes les informations, voilà, plus Ouais, largement. que ce soit ses Donc licences. j'ai un des point trucs comme ça. central, le nœud c'est l'utilisateur. J'ai accès à Word, j'ai accès à un PowerPoint, à des mails, et peut-être que toi Chloé, qui est un autre point, tu as accès au même document Word, ce qui à la fin me fait Ouais, un ça fait réseau. un mapping, quoi. Exactement, ce qui fait que quand Copilot M365, je l'interroge, je vais pouvoir à un moment voir des documents exploités par d'autres personnes parce que j'ai un maillage qui est fait. Et comme tu disais, vu que c'est du RAG, une des limites, par exemple, que tu as avec Copilot 365, l'exercice qu'on veut tous faire, c'est résume-moi les 4 dernières semaines de mail parce que j'étais en vacances. On sait que c'est l'exercice où il a le plus de mal avec les gens qui ont beaucoup de mails parce que le RAG se limite dans le nombre d'usages de documents. Et typiquement, Copilot 365 ne va faire son RAG que sur 10 éléments. Et Exactement. du coup, quand tu lui demandes de te résumer Il y a des 4, limitations. voilà, il te demande de résumer les 4 dernières semaines de mail. Il va chercher les 10 mails des 4 dernières semaines qui lui semblent les plus pertinents. Ils ne Et le sont pas forcément pour nous d'ailleurs. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'il va ignorer les chaînes de mails, il va prendre le dernier, fait. il va du coup avec le dernier, il a l'intégralité, etc. Il Mais ne va pas prendre ce qui est externe. Donc Voilà. ça, tu as raison, c'est une des limites évoquées aussi dans le RAG, Ouais. c'est les 10 derniers éléments, globalement. enfin, les 10 premiers, plus pertinents. plus pertinents qui pour sont eux. pris, et du coup, c'est pas une vision d'ensemble. Et du coup, ce que va faire le graph RAG, donc ce concept-là, c'est déjà créer un graphe. Pour créer un graphe, on vient le stocker dans une base graph. Donc il y a une base mondialement connue qui s'appelle Neo4j, qui existe depuis très longtemps, dont le partenariat avec Microsoft a été, et d'autres éditeurs cloud d'ailleurs, a été renforcé. C'est disponible sur la marketplace Azure, et eux permettent de, du coup, modéliser un graphe et de pouvoir l'exploiter dans une base de données. En quoi c'est intéressant ? Alors on voit à l'écran, quand on parle de graphe, c'est ça, hein, ça fait du nuage de points, et il y a plusieurs informations qui sont intéressantes. Quand je regarde cette image-là à l'écran, c'est la taille des points, qu'on appelle un nœud, c'est la couleur, et c'est les groupements de points. C'est-à-dire qu'à un moment, le but d'un graphe, ça va être de détacher des concepts ou des thématiques dans des documents. Le lien, c'est qu'est-ce qui lie les documents entre eux, Mhm. du coup.
souvent un point est plus gros, plus il est lié à un nombre de documents importants. Donc on voit que par exemple, le gros point rose est structurellement assez important sur un concept donné parce qu'il est lié à beaucoup d'autres documents. Tout part de là. Les petits nuages de points qu'on voit à droite, c'est ce qu'on appelle des clusters. Hein. Donc c'est une thématique, un concept qui les regroupe globalement. Et après, on a la notion du coup aussi en fonction de couleur qui va pouvoir donner un autre type d'information. Ce qui est intéressant du coup, c'est que quand on va arriver sur donne-moi sur un ensemble de documents les principales thématiques, on va avoir une analyse, globalement, on va essayer de dégager de l'ensemble des documents des concepts communs. Et c'est le graphe qui va permettre de faire ça, c'est qu'on va créer du lien par le concept. Donc je crée une information nouvelle, qui a un concept qui les relie tous. Et du coup, quand derrière le LLM va essayer de faire une synthèse de la réponse, il va aussi analyser les liens qu'on a entre ces différents documents. C'est assez puissant. Souvent, on parle autour de ce concept de l'augmented search aussi. La recherche augmentée, elle est souvent... je crois de mémoire, on parlait du graph augmented search, c'était augmenté par le graphe. Et il y a quelques années, il y a un use case qui était sorti chez Microsoft qui s'appelait le GFK Files. C'est un démonstrateur qui est toujours disponible à un portail il y a 4-5 ans, je pense, en ligne sur Azure, où en gros, ils avaient analysé tous les documents de l'affaire JFK, l'assassinat, qui était rendu disponible, et ils avaient essayé de trouver des liens entre les documents. Parce qu'à un moment, un personnage dans un doc d'une interview est cité ici, et on le retrouve dans une autre info. Et en fait, c'est comment, à partir de documents qui n'ont rien à voir entre eux, j'arrive à faire des relations et peut-être à un moment faire des rebonds. Relier une personne à une autre parce que celle-ci a interagi avec celle-ci, qui a interagi avec celle-ci, donc à la fin, il y a un lien. Ouais, tu le verrais pas parce que ton cerveau ne le verrait pas aussi loin. Alors qu'en Exactement. Donc le graphe va te donner un contexte supplémentaire de compréhension et d'analyse qui est assez puissant, qui peut certainement nous permettre de voir plein de choses. Et du coup, donc, il y a une des nouvelles techniques qui arrivent autour du monde LLM, va recréer de l'information. Alors, on n'en aura pas besoin tout le temps, mais ça permettra, sur certains documents, certains types de domaines, d'avoir une vision supplémentaire. Pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un accélérateur, donc ça jusqu'à maintenant c'était des papiers côté Microsoft Recherche, Microsoft Research, qui est un site dédié extrêmement intéressant pour tous ceux qui veulent savoir un peu les nouvelles avancées de l'éditeur. Mais qui n'est pas à la portée de tout le monde. Gratuitement, c'était en version privée jusque-là, sur demande. Ils ont rendu disponible sur GitHub un accélérateur qui va vous permettre de faire du GraphRag sur Azure OpenAI. Donc ça c'est l'information, c'est que si à un moment, dans vos cas d'entreprise, vous avez l'impression que la notion de lien à créer est importante, allez explorer ce qui se fait du côté du GraphRag. Pas qu'il y aura réponse à tout, mais c'est une des nouvelles techniques avancées qui va permettre de donner à vos LLM encore plus de contexte sur vos documents, sur les relations et ces fameuses thématiques. Alors souvent on parle de sémantique, d'ontologie. L'ontologie, c'est le concept sémantique qui a au-dessus un regroupement de noms. C'est un peu les macro-concepts qu'on retrouve qui, imaginez, Wikipédia, on a une base sémantique derrière Wikipédia, qui a une base qui s'appelle Wikipédia, c'est un peu la base de données qui structure toute l'information de Wikipédia, et on va retrouver typiquement ces arbres sémantiques qui vont pouvoir, dans Wikipédia, vous permettre de remonter d'un concept très fin à un macro-concept. C'est un peu cette logique-là. Du coup, ça veut dire qu'on va... Parce qu'aujourd'hui, un Wikipédia a été comme à sa base, a été bien structuré dès le début, donc ça marche. Aujourd'hui, si on vient dans le monde pro de ce qu'on vit au quotidien, c'est bonjour, alors j'ai une base de connaissances dans mon entreprise, sauf cette base de connaissances, elle s'appelle des centaines ou des milliers de sites SharePoint, avec un bazar pas possible dans tous les coins. L'avantage, c'est que c'est les deux technologies ensemble qui vont te permettre de créer le graphe. D'accord. Tu vois, c'est pas à toi de réfléchir au lien, c'est les thématiques qui vont être dégagées par les LLM et les bases graphes ensemble. Et par exemple... Après, est-ce que sur tes sites SharePoint, ça sortira dans l'information quelque chose de pertinent? Je n'ai aucune idée. Mais considère déjà du doc. De toute manière, si la donnée elle est pas bonne, même avec ça marchera pas. Si c'est n'importe quoi dans le SharePoint, ça ressortira n'importe quoi. Il y a pas un truc chez Microsoft, là je suis volontairement taquin, je connais la réponse, mais qui s'appelle Viva, et dedans qui s'amuse à te sortir des thématiques par rapport à tes connaissances? Je connais pas. Oui, voilà, c'est pour ça, je regarde Chloé en fait, elle connaît un peu. Du coup, je me dis, c'est quoi d'un point de vue purement néophyte, c'est quoi la différence entre les deux en fait? Viva, c'est pas je pense que c'est la complexité, mais c'est pas du tout aussi poussé. On est sur des choses qui sont très très basiques. Non, mais c'est pour qu'on explique vraiment quelqu'un qui connaît. Il faut voir la différence entre peut-être que quand ils font ça dans Viva, ils ont déjà les thématiques prédéfinies et ils savent à peu près ce qui est intéressant en entreprise et ils viennent te les ranger dedans.
C'est la différence Voilà. entre supervisé et non supervisé. C'est-à-dire que supervisé, je définis mes classes et je viens dire qu'est-ce qui se rentre dedans. Et du coup, je vais te dire, sur le thème de la communication, tu as tout ça dans Viva. Sur le thème des ressources humaines, tu as tout ça parce que je t'ai déjà donné et orienté sur tes titres et tes classes. À l'inverse, ce qu'on cherche à faire, c'est le côté, je te donne un ensemble documentaire, dis-moi les liens qu'il est. Et ça pourrait être allé sur des choses qui n'ont rien à voir à la base. Mais tu donnes deux choses qui n'ont rien à voir, trouve-moi un lien. Donc c'est-à-dire qu'on lui donne en fait, parce que ça c'est une notion importante, tu parlais de la data, on lui donne de la donnée non structurée en input. Exactement, on est sur du doc. Ça c'est souvent, pour les gens comprennent, il y a la donnée structurée, et normalement la plupart des systèmes marchent très bien sur une donnée structurée, mais tu as tellement structuré ta donnée que tu as encore besoin de faire plus derrière, là il y a débat, et là on est en train de dire, je donne une donnée, un ensemble de données non structurées, et magie, il me fait un beau dessin. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est des techniques qu'on évoqué depuis longtemps, notamment dans l'analyse du texte, ce qu'on appelle le NLP, mais qui, à l'époque, était quand même assez dur et dont la pertinence des résultats on avait pas mal travaillé dessus il y a 5-6 ans chez nous, et c'était un gros boulot pour le faire. Là, aujourd'hui, on a un accélérateur, par exemple. Donc, et tu sais si ça se base, encore une fois, que sur le contenu du doc, ou ça peut prendre en compte les métadonnées? Parce que ça, c'est quelque chose qui est super attendu. Ça, alors c'est une bonne question, mais pour moi c'est pas lié à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on va chercher la manière dont on fournit le doc au LLM. Ça peut être avec du vision, ça peut être en faisant une extraction de l'ensemble de ton doc, dont les métadonnées. Tu peux choisir à un moment comment tu travailles la donnée en amont. Nativement, je sais pas comment il gère. Tu as raison. Aujourd'hui, le gros problème qu'on a, nous, au côté pro, à l'usage des technologies d'IA dans du Microsoft, ils ignorent, en tout cas les trucs pas chers, ou en tout cas, alors pas cher, mais les trucs qu'on a de base par défaut, sans avoir besoin d'experts en IA derrière, globalement, à chaque fois, ça nous dit, ça ignore les métadonnées. Or, les entreprises, ça fait des décennies qu'elles payent des gens comme nous pour avoir des métadonnées sur l'intégralité de leur contenu, et on leur dit, sympa, t'as 20 ans de consulting que tu mets à la poubelle parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas lire tes métadonnées. On se doute bien que demain, ça arrivera, mais nous, c'est une question qui revient beaucoup. On dit, ouais, j'ai une base de connaissances, j'ai des métadonnées partout, mais vous me dites qu'elles ne sont pas utilisées. Super. Et après, tu vois, dans les exemples qui étaient montrés, il y en avait un autour des, je crois que c'était de multimédia, du média, c'était de dire, sur une base d'interview, si tu disais, globalement, dis-moi sur N interviews, le type de personnes qui sont le plus souvent interviewées à la télé, ça, un LLM classique, il va prendre l'interview, il va essayer de chercher un info sur la personne, et à un moment, il te restituera quelque chose. Par contre, ça ne te dira pas ni que, par exemple, l'ensemble le plus représenté, c'est les chanteurs, c'est-à-dire la classe au-dessus du nom de la personne, c'est qu'elle est chanteur, que lui aussi, et que j'ai un groupement qui s'appelle chanteur, et que c'est celui qui est le plus représenté, parce que c'est celui qui a le plus de liens entre les docs, il n'ira pas jusque-là. Il fera de manière assez arbitraire dans la manière dont il va répondre à ta question. Et tu as à la fois un enjeu de fréquence en termes de représentation, et tu as un enjeu de dire tous ces artistes-là sont des chanteurs. Dans le domaine des artistes, ce sont des chanteurs et pas des nageurs, par exemple. Et c'est ces notions-là sur lesquelles on va naviguer. Donc voilà, le GraphRag, moi c'est un sujet que j'adore parce qu'il y a plein de cas d'application en entreprise, c'est extrêmement pointu, mais encore une fois, c'est des choses que tu verras pas demain qui seront intégrées dans tes outils de recherche, mais il y a plein d'applications, notamment dans la banque, on parle beaucoup du KYC, Know Your Customer, tout ce que tu vas faire quand tu vas analyser de la document client pour savoir si ton client est fiable ou s'il n'a pas des affaires cachées ou je sais pas quoi. À un moment, cette capacité à faire des liens entre des docs et des entreprises, c'est des choses extrêmement puissantes pour de l'analyse de données. Donc ça fait partie. Il n'y aura pas de limitation. Là, c'est open source, donc en l'occurrence, tu l'utilises comme tu veux, tu vas payer le coût du service LLM que tu utilises si tu utilises un service cloud, mais donc non, pas de limitation. Et je vais juste finir, donc c'était la news que je souhaitais vous partager côté Azure. Petite info quand même, on a la sortie de GPT-4o Mini. Voilà. C'est-à-dire quoi? Alors après, c'est comme les petits iPhones. on a les turbos, on a les mini. Non, globalement, c'est une version du dernier modèle GPT-4o. Donc ça a été annoncé le 18 juillet, disponible tout de suite sur Azure, comme d'habitude avec le partenariat OpenAI. Donc il est plus intelligent que le GP3.5 Turbo, mais avec de meilleurs résultats, et il coûte 60% moins cher. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours cette course un peu au LLM le moins cher, avec de meilleurs résultats. Mais rien de transcendant. Peut-être si une petite info que moi qui m'a plu, c'est qu'on a pas mal de mécanismes de sécurité dans Azure qui arrivent pour maîtriser les attaques sur les LLM. Alors une attaque sur LLM, c'est quoi, ça peut être j'essaye de le détourner, par exemple, en essayant de lui donner un rôle.
Donc je vais essayer de le pervertir. Ouais. Ça peut être aussi, je lui fais lire un document dans lequel il y a une instruction qu'il n'a pas prévue, qui est cachée entre les lignes. Et du coup, c'est un peu comme les injections SQL, les choses comme ça. On va essayer d'ingérer une attaque sans que le LLM en soit conscient et qu'à un moment, il fasse quelque chose qu'il ne voudrait pas. Là, tu es en train de spoiler les prochains sujets tête dans le cloud parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas parler de tous les outils de gouvernance et de sécurité qui sont arrivés côté Power Platform. Ce sont les mêmes. Indirectement, et du coup, on a toute une suite, la prochaine émission. On a toute une suite côté Azure depuis un moment qui existe, qui s'appelle l'Azure AI Content Safety, donc sécurité du contenu. Et notamment qui va mettre un système de filtre. En fait, avant analyse du document par le LLM, on a des outils qui vont checker qu'il n'y a pas ces risques-là qui sont présents. D'instructions cachées, de liste de ou alors safety, que dans la requête qui est formulée, il n'y a pas la volonté de détourner le LLM. Alors, il y a toujours des hackers qui trouveront des mécanismes pour les détourner, et notamment, on le sait, hein, c'est ce que cherchent tous les hackers, c'est le LLM ultime qui est libre et qui peut faire ce qu'il veut, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a des versions d'entreprise contrôlées, qui politiquement ne disent pas n'importe quoi, etc. Ouais. Donc ça, c'est l'info, c'est que ça, maintenant, ces mécanismes sont activés d'office. Ce n'était pas le cas, on pouvait les activer dans Azure, mais dans GPT-4 Mini, donc la sécurité va primer sur le reste. Et on a notamment aussi maintenant la capacité, je crois qu'on voit à l'écran là, c'est de créer des catégories custom. C'est-à-dire que dans le portail Azure AI Content Safety, je pouvais mettre des thématiques que je trouve injuriantes pour mon entreprise et sur lesquelles je veux qu'ils ne puissent pas répondre. Politique, la violence, le sexe, les armes ou des choses comme ça. Ce qui fait que dans Copilot, Microsoft 360 ou Studio ou autre, ou Azure OpenAI, quand vous avez une discussion sur ces thématiques, il va se bloquer. Il va mettre une fin de non-recevoir avec un message de sortie que vous aurez choisi. Maintenant, ce qu'ils ont introduit, c'est la possibilité de faire des classes custom. Par exemple, je peux définir le harcèlement. Je vais le nommer comme ça. Je vais expliquer par un prompt ce que c'est que le harcèlement pour moi dans mon entreprise. Toute tentative de mettre la pression ou je sais pas quoi. Et je vais donner des exemples avec des phrases. Donc je vais lui dire, c'est par exemple quand je fais une petite remarque un peu discrète comme ça. Et en fait, donc je vais lui faire ce qu'on appelle du few shot. Je lui donne un certain nombre d'exemples que je ne veux pas voir. Je lui apprends un peu ma vision des choses. Exactement. Donc des exemples que je veux pas voir en entreprise, des choses comme ça. Et du coup, en gros, je vais pouvoir, dans le monde de l'IA, mettre encore plus de thématiques non accessibles au monde de l'entreprise, avec des sujets qui, si à un moment mon entreprise elle n'est pas satisfaite des 5-6 principaux sujets surveillés par Microsoft, je vais pouvoir créer des catégories sur mesure. Du coup, les enrichir. Voilà, donc ça pareil, c'est quand même, et il faut en parler parce que il y a beaucoup d'attentes sur ces sujets. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi. On parle de l'IA responsable, comment on la rend responsable. Le LLM brut, il ne l'est pas. J'ai beau lui mettre un prompt système qui dit fais attention, fais pas de bêtises, il ne l'est pas. Il pourra toujours dévier. Et aujourd'hui, Azure fait partie de ces éditeurs qui proposent pour l'entreprise un ensemble de services qui vont permettre de mieux maîtriser les dérives des LLM. Donc c'est l'Azure AI Content Safety qui est maintenant activé par défaut sur les derniers modèles. Ce qui va en parallèle. Et du coup, sur ce nouveau modèle, on a des informations sur son impact écologique ou toujours pas ? Alors, toujours pas, parce que c'est une très bonne question. Non, alors... On a des infos indirectes quand même, parce que tu as Google et Microsoft qui ont communiqué là, ce mois dernier sur l'évolution de leurs objectifs green. Oui. Alors, je fais la version très synthétique de la réponse de Google. On est dans le mur. Voilà. Google... Plus 38 ou 40%. Ils ont dit les objectifs 2030, même pas en rêve. Il y a des articles très longs, mais ils le disent à peine plus poliment que ça. Google a dit, on laisse tomber, on a démarré la course au green trop tard. On est dans le mur. Microsoft... Normalement, ils ont dit c'est bon. À la base, ils disaient dès 2026, on aura atteint les objectifs de 2030. Ils sont plutôt revenus on est plutôt sur du 2029-2030. Donc, on voit des gens qui avaient 4 ans d'avance sur les objectifs sont en train de revenir aux objectifs d'origine à cause de l'IA. Et donc, l'impact est très, très fort. Mais il faut comprendre quelque chose. C'est que si tu prends Microsoft, typiquement, ils se sont engagés à avoir 100% de leur parc de data center alimenté par l'énergie verte. On pourrait te dire, ça limite l'impact même de l'IA que tu fais. Bien sûr. Après, on est dans l'effet rebond, c'est toujours plus de conso, donc même sur de l'énergie verte, je consomme, etc. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait augmenter le scope ? C'est l'usage de l'eau, notamment qui est énorme. Voilà, mes data centers ont beau être alimentés à l'énergie verte, je les refroidis et un des mécanismes c'est l'eau, donc c'est la surutilisation de l'eau, et c'est surtout la construction de data centers.
Donc en fait, c'est pas le compute, on voit toujours le côté calcul des data Non, centers en c'est disant ce qui va autour. ah bah on joue tous avec, etc. Mais non, c'est qu'à un moment, un data center, c'est du ciment, c'est de la construction, c'est des transports qui sont utilisés. Quand on calcule les scopes, on va jusqu'à ces niveaux-là, hein, c'est tout impact généré par ton usage. Et du coup, ce qui fait augmenter aujourd'hui l'addition, même chez les éditeurs qui ont fait le choix d'avoir des data centers, on va dire green, en tout cas, qui fonctionnent à énergie verte, on va dire ça comme ça, renouvelable, c'est la construction. Et ça, plus il y a d'usage, plus il y a de construction. Donc forcément, on pointe du doigt l'IA qu'en est responsable, mais avant tout, c'est l'usage du cloud qui est en croissance et du coup qui amène cet impact encore plus fort. Et tu as le scope 3 qu'on n'a pas encore bien mesuré, enfin le scope 3 c'est après. C'est-à-dire que tu as la construction, tu as le data center, mais tu as aussi tous les nouveaux usages et métiers qui les se partenaires, sont créés dépendants, après etc., et qui du coup eux-mêmes font du carbone. Donc en fait tu as un scope énorme et pour l'eau, malheureusement la mauvaise nouvelle, on en a parlé je crois dans une émission précédente, Microsoft a fait 10 ou 15 ans de tests avec des data centers sous-marins pour éviter d'utiliser de l'eau potentiellement potable. Pour le rappeler, c'est que le côté positif, c'est qu'ils ont quasiment eu aucune panne parce qu'il n'y avait pas d'oxydation, parce qu'ils ont enlevé l'oxygène, ils ont mis un gaz inerte. Le problème, c'est que les dégâts sur les fonds marins et les populations et l'écologie sont trop importants. Et donc, ils ont abandonné officiellement le projet. Parce que je crois que quand on en avait parlé, on avait dit qu'ils n'avaient pas encore abandonné. Donc, la news est tombée après. Ils ont abandonné le projet. Après 10 ans d'expérimentation. Après 10 ou 15 ans dans les baies de San Francisco. Et ils ont décidé de reprendre tout le budget de ce projet vers l'alimentation potentiellement nucléaire de certains data centers. Ce qui est communiqué par l'éditeur aussi, c'est la recherche sur tout ce qui est biomatériaux de la construction aussi. Bien sûr. Plutôt qu'utiliser mais on va faire des data centers en toit de chaume. Exactement. Bah non, tu as un des premiers sujets qu'on a traité dans les têtes dans le cloud, c'est le stockage dans le quartz. Le stockage dans le quartz qui, lui, sur quelque chose qui fait... Alors, je dis la taille là, la taille d'un CD, on stocke un volume, c'est un data center presque, j'exagère. Mais le stockage, c'est pas ta partie calcul, par contre. Oui, mais tu as toujours... T'enlèveras une partie. Mais t'enlèveras une partie, mais tu vois, en tout cas, il y a de bonnes nouvelles. Parce que le GPT-4o, il est censé être déjà moins énergivore, donc il est censé avoir un impact plus faible, donc j'imagine que le mini, ça le sera encore plus. Alors, dans tous les cas, il y a un des enjeux. C'est en effet, on se rend compte que sur du plus spécialisé, on a besoin de moins de taille, moins de puissance de calcul, d'où le coût plus faible aussi, exactement. Donc là, on est au pire de ce qu'on peut être de l'optimisation des LLM, puisqu'on démarre sur les plus gros modèles. Et d'ailleurs, on a considéré que c'est le plus gros modèle qui allait être le meilleur. Et en train de changer, on le rappelle, c'est de montrer que des SLM, des modèles plus petits mais spécialisés. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue de citer un GPT 3.5 Turbo, c'est qu'on se rend compte que sur certaines tâches, il est meilleur que le 4 tout dernier sorti dans le traitement de texte, par exemple. Donc, ça ne peut que s'améliorer. Maintenant, l'impact est là, tu fais bien de le rappeler. Et ensuite, ce qui est proposé du coup par les éditeurs en réaction à ça. Merci pour cette petite thématique GreenOps évoquée à la fin, Chloé. On va s'arrêter là-dessus pour ce 15e épisode des Têtes dans le Cloud, celui avant l'été. On va tous partir en vacances après. Alors, il y en aura peut-être un fin août. Du coup, ça fera presque pas de pause durant l'été si on arrive à le faire. Et sinon, ce sera à la rentrée. Passez de bonnes vacances. On espère que vous avez apprécié les épisodes et les thématiques évoquées sur cette première partie d'année. Et si ce n'est pas le cas, nous ne changerons pas. Dans tous les cas, ce n'est pas prévu pour cette année. Parce que c'est la fatigue. On s'est quand même bien amusé à évoquer tous ces sujets tendances. On vous dit bon courage pour les JO, pour les Parisiens. Sinon, regardez ça à la télé, ce sera peut-être plus tranquille et tout aussi bien. Et rendez-vous pour l'épisode 16, du coup, après les vacances, à la rentrée. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, de partager. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt.